Alors bonjour à tous, aujourd'hui on est donc avec Sonia qui est la professeure d'Ashtanga ici à Agora et du coup on va parler d'Ashtanga un petit peu aujourd'hui. Alors pour commencer Sonia, j'aimerais bien que tu nous racontes comment tu es toi arrivée à l'Ashtanga. Bonjour, merci pour cette petite opportunité de parler un peu de ma pratique. Alors, comment je suis arrivée à l'Ashtanga? J'ai commencé le yoga aux États-Unis et à la base, je ne faisais pas d'Ashtanga, je faisais du Vinyasa, je crois que c'était du Jivamukti et je me suis mise dans le yoga avec ça. Donc, j'ai adoré la pratique et je suis revenue, etc. Et ensuite, un peu plus tard, en Côte d'Ivoire, j'ai une prof, j'avais déjà peut-être fait 1 ou 2 cours d'Ashtanga sans savoir que c'était de l'Ashtanga, qui m'a vraiment introduite à la pratique et qui m'a fait pratiquer plus d'Ashtanga. Et voilà, donc ça c'était en Côte d'Ivoire, à Abidjan. Et je me souviens qu'elle m'avait dit, et donc quand je faisais de l'Ashtanga, je faisais à côté Vinyasa, elle faisait les 2 cours. Et puis un jour j'avais dit, je suis vraiment passionnée, là je venais tous les jours pratiquement. Et donc je lui ai dit, j'aimerais bien en savoir plus, approfondir, peut-être me former, faire une formation, etc. Pas pour enseigner, mais juste pour aller plus loin. Donc là, tu étais déjà orientée vers l'Ashtanga, c'est-à-dire que tu avais plusieurs yogas, mais justement, toi, tu avais préféré ça ou c'était du hasard En fait, je m'étais pas posé la question. Je faisais les 2 yogas comme un peu, genre j'adore le yoga, je fais ça, je fais Ashtanga, Vinyasa. Et au moment où je lui ai dit ça, elle m'a dit, écoute Sonia, il faut que tu te définisses. Est-ce que tu es une Ashtangi ou est-ce que tu fais du Vinyasa? Qu'est-ce que tu veux faire? Là, je me suis posé la question finalement, qu'est-ce que tu préfères? Qu'est-ce qui t'a le plus aidé? Qu'est-ce qui t'a le plus soutenu pour te transformer, etc. Et c'est là que j'ai choisi qu'en fait, je voulais faire plus d'Ashtanga. Et à partir de là, j'ai compris qu'en fait, l'Ashtanga, pour vraiment lui donner une chance à cette pratique, il fallait se concentrer, peut-être pas uniquement sur cette forme de yoga, mais il fallait donner beaucoup d'énergie. Donc à partir de là, j'étais vraiment plus concentrée sur l'Ashtanga dans ma pratique. Ouais. Est-ce que tu considères que tu étais déjà professeur là-bas ou tu as juste appris pendant 3 ans l'Ashtanga, pratiqué seulement? Comment ça s'est passé? Alors là-bas, je travaillais dans le développement international, donc j'étais pas du tout prof de yoga. Je faisais juste beaucoup de pratiques. Et quoi par beaucoup? Parce que je pense qu'il y en a qui savent pas vraiment ce que ça. Je pratiquais presque tous les jours, peut-être. Ouais, minimum 5 fois par semaine. Ouais, quand même. Ouais. Et donc j'en faisais beaucoup. J'étais un peu tombée dans, comment on appelle ça, dans la potion, dans la marmite. Et voilà. Et en fait, après ça, je suis rentrée en France et c'est là que j'ai décidé de faire une formation. D'accord. Voilà. Et donc là, avec Ashtanga Yoga Paris, avec mes professeurs Linda et Gérald, j'ai fait vraiment une formation de yoga, une formation de danse pour enseigner, etc. Et donc là, je suis allée encore dans une autre phase de ma pratique. Donc j'ai développé aussi la pratique du style Mysore, donc en pratique individuelle, peut-être j'en parlerai un peu tout à l'heure. Et à partir de là, j'ai commencé à donner des cours assez rapidement, même si je travaillais à côté. Mais j'ai voulu tout de suite après juste ne pas perdre ce que j'avais appris dans la formation. Et donc j'ai commencé à enseigner à côté de mon travail. J'ai fait ça pendant peut-être encore 1 an avant de devenir, vraiment 1 an et demi. Et après je suis devenue vraiment juste prof de yoga. J'ai lâché le monde du développement international. C'était une décision facile? Ça coulait de source ou tu as réfléchi longtemps sur le sujet? Ça s'est fait petit à petit ou... Alors, non, c'était pas facile. J'ai pas dormi pendant longtemps en me posant la question. En fait, je travaillais pour l'AFD, donc pour l'Agence française de développement, et à un moment où j'allais j'adorais enseigner le yoga. Je me disais, je vais faire les 2 ou je vais trouver un peu une. Et puis j'aimais de plus en plus enseigner le yoga et en fait j'étais de plus en plus dans une dichotomie un peu. J'avais l'impression d'avoir une double vie. Je me levais le matin, j'allais pratiquer, je faisais des trucs pas possibles avec le corps et après j'allais à des rendez-vous super sérieux je devais être bien habillée, il fallait que je fasse attention, etc. Et ensuite le soir je retournais donner un cours de yoga. Donc j'étais dans 2 univers. Et à un moment, on m'a proposé un contrat, vraiment un CDI à l'AFD. Et donc là, il aurait fallu que je me dédie vraiment à ça.
Et c'est là que ça m'a posé plein de questions et que finalement j'ai échangé avec ma prof à cette époque-là de yoga. Tu as conseillé un peu sur la prise de décision aussi? Ouais, elle m'a aidée parce que je pense que moi j'étais paniquée parce que j'avais tout fait pour avoir ce poste. C'est ça. C'était les études, c'était des boulots, de l'investissement et tout. Et puis au final, je me disais mais non, mais c'est pas ça que je veux faire en fait. Okay. Le yoga, c'est vraiment une passion. J'ai vraiment envie de transmettre et d'être dans la transmission aussi. Et est-ce que je peux en vivre? Est-ce que je fais une bêtise? Est-ce que c'est un mauvais choix? Donc j'ai eu un moment comme ça de doute. Et ma prof m'avait conseillé, elle m'avait dit un long message, je me souviens, où elle m'avait répondu bah écoute, c'est super si tu veux faire ça, c'est génial, tu as tellement travaillé pour ça. Voilà, moi je te soutiendrai, etc. Mais si jamais tu voulais te consacrer au yoga, je pense que tu as le potentiel, que tu peux y arriver et que tu vas être une très bonne prof et je peux aussi te faire travailler dans mon école. Donc ça t'a rassuré peut-être un petit peu sur le choix. Donc là, elle m'a aidée finalement à dire non. Ok. Voilà. Donc cette prise de décision, c'était vers quel âge? Bah, alors moi j'étais assez jeune parce que j'ai fait mes études très jeune. Donc j'avais 23 ans. D'accord, ok. Ouais, c'était il y a 7 ans. D'accord. Pratiquement, un peu moins. Donc depuis, est-ce que tu te considères exclusivement comme professeur de yoga? Oui, même si le terme, parfois, les gens peut-être ont une vision qui est partielle de ce que ça peut vouloir dire être prof de yoga. Donc oui, c'est mon activité d'enseigner le yoga, donc ça c'est sûr. Mais ça recoupe plein de choses. Donc en fait, l'accompagnement des élèves, il peut prendre différentes formes, à la fois dans des cours privés, dans des cours collectifs. Et c'est pas forcément juste de l'enseignement des asanas, de la partie physique du yoga. Donc il y a plein d'autres aspects autour. Et puis j'organise beaucoup de retraites, de yoga, de formation. Donc il y a aussi une partie qui est plus de la création d'événements ou d'espaces pour que les gens, pour que les gens puissent se retrouver. La recherche de lieux, l'organisation aussi. Oui, c'est ça, beaucoup d'organisation. Bon, plus la gestion du studio de yoga et de méditation. Donc là, c'est sûr que c'est aussi toute une gestion avec plein d'autres choses à gérer, des trucs sympas et des trucs moins sympas. Moi, j'aime bien organiser, planifier, inviter des profs, mettre les gens en relation, tout ça, ça me plaît. Donc après, c'est sûr qu'il y a la partie administrative et tout ça ça fait partie. Bien sûr, c'est comme ça. Voilà. Alors du coup, maintenant, on te connaît un peu mieux. Je pense qu'il pourrait être aussi intéressant, et moi, la question que je me pose en vous voyant pratiquer très régulièrement, justement au studio, j'y connais assez peu en yoga, et du coup je voulais savoir justement quelle était la spécificité de l'Ashtanga par rapport à d'autres yogas. Et on peut peut-être commencer par l'histoire de l'Ashtanga, si tu peux nous en parler un petit peu. Bien sûr. Donc l'Ashtanga, c'est un système de yoga. Donc souvent on pense Ashtanga et on pense tout de suite les postures. On voit directement les asanas, et les asanas, c'est les postures de yoga. Et on ne pense pas à tout ce qu'il y a autour. En fait, c'est un système philosophique, donc c'est plus large, qui inclut une pratique physique, mais qui inclut aussi une pratique de la méditation, une pratique du pranayama, les exercices de respiration, une pratique de règles, on va dire, qu'on s'applique à soi-même dans la vie au quotidien, dans nos rapports avec les autres, avec la nature, avec nous-mêmes, un peu comme des principes, on va dire, ou des préceptes. Et encore beaucoup d'autres aspects sur des états de concentration quand on est plus avancé dans la méditation. Donc c'est tout un système philosophique et à la base, en fait, il a été, on va dire, je sais pas comment dire, amené ou transmis de façon plus large à partir de Krishnamacharya, qui était un peu celui qu'on a considéré comme étant le père du yoga moderne, c'est-à-dire qu'il y avait bien sûr des yogis depuis des milliers d'années en Inde, ou des sages qui vivaient dans les Himalayas, etc. D'autres qui faisaient des pratiques d'ascétisme, etc. Mais lui, il a transmis un yoga un peu renouvelé, on va dire,
la fin du siècle dernier et début du siècle. Et il y a une histoire, un peu un mythe qui raconte que, enfin on ne sait pas trop si c'est vrai ou pas, mais que son maître, son gourou dans les montagnes de l'Himalaya lui aurait transmis un texte sacré qui s'appelle Yoga Kurunta, et où il y aurait à l'intérieur ce qui est devenu ensuite l'Ashtanga, enfin les pratiques et voilà, donc ça c'est un peu, c'est-à-dire avec les postures, etc. Ça c'est un petit peu une histoire où il y a une part de vrai, une part de légende. Ouais, c'est ça. Et ensuite, lui, il a enseigné à plusieurs très grands profs de yoga, et notamment à Pattabhi Jois, qui est celui qui a ensuite vraiment consacré sa vie à transmettre cette méthode dans le sens vraiment de cette séquence de posture telle qu'on la connaît, avec aussi une séquence de pranayama voilà la régularité, un peu les règles qui vont avec la pratique. Donc en fait, Krishnamacharya c'est un peu le père, on va dire, celui qui a transmis ça et qui a enseigné, et Pattabhi Jois c'est celui qui a formalisé un petit peu plus la séquence de l'Ashtanga telle qu'on la connaît aujourd'hui, jusqu'en 2009. Il est mort en 2009, et puis aujourd'hui c'est son petit-fils qui est à Mysore, qui continue cette transmission-là. D'accord, ok. Donc du coup, il a proposé un certain enchaînement. J'appelle ça les postures parce que j'ai pas vraiment les termes. C'est ça, posture, c'est très bien. Et du coup, donc, dans l'Ashtanga, pour parler un petit peu technique, du coup, par exemple, quand toi tu donnes des cours, tu vas choisir une séquence de ces postures qu'on va faire, ou des fois tu essaies de toutes les faire, ou comment ça se passe exactement? Très bonne question. En fait, il y a une seule séquence de posture, mais elle est très 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 longue, puisqu'en fait elle est divisée en séries, ça s'appelle. Et en fait au total il y a 6 séries, ou en tout cas 5 des sous-divisions, mais celles qui sont vraiment pratiquées par la plupart des élèves, des pratiquants, sont la première, majoritairement la première série, qui déjà va te prendre beaucoup de temps avant d'arriver à la compléter, beaucoup d'années de pratique et beaucoup de travail, voilà, la faire bien, c'est ça. Et après, il y a la deuxième série qui est aussi assez largement pratiquée, même si beaucoup moins en comparaison. Et puis après, troisième série, ainsi de suite, de moins en moins de gens les pratiquent. Et l'idée, c'est que c'est donc une série de postures qui est fixe parce qu'elle est pensée d'une certaine manière évolutive. Donc, c'est-à-dire que quand on est prêt, quand notre corps est prêt pour la prochaine posture, on rajoute une posture, etc. Voilà. Et ça va comme ça, et donc on recommence toujours au même endroit, mais on va chaque fois un peu plus loin. Voilà. Et donc chaque posture prépare au niveau de la souplesse, de l'équilibre, de la force à la posture suivante en fait. C'est ça. D'accord. Ouais, exactement. Donc du coup c'est la même séquence, et il y a des gens qui peuvent se dire ah oui, c'est un peu ennuyeux, on va faire toujours la même chose, etc. Et en fait, selon moi, en tout cas dans mon expérience, c'est beaucoup plus que par exemple juste une chorégraphie ou quelque chose qui va changer à chaque fois, qui va avoir peut-être un esthétisme ou peut-être un aspect créatif, mais qui n'aura pas l'aspect transformateur. Donc en fait, le but justement d'une séquence qui est fixe, même si elle est très longue, donc il y a beaucoup à faire, c'est que tu peux progresser, observer ta progression en répétant les mêmes mouvements et transformer ton corps. Donc tu transformes vraiment les muscles internes, etc. Parce qu'au fur et à mesure, tu refais la même posture, mais avec chaque fois un peu plus d'aisance, et aussi avec un regard différent chaque jour. Donc il y a à la fois ça, et il y a l'aspect que c'est aussi une pratique méditative. Donc le but, c'est pas de s'amuser ou de vraiment créer. Le but, c'est aussi d'être dans l'introspection, donc de revenir chaque jour à soi à travers ça. Donc c'est bien aussi que le corps, il développe un certain automatisme dans la pratique, qu'il ait mémorisé la séquence pour qu'il puisse être autonome dans son, on va dire, dans son travail d'hygiène quotidien, tu vois, comme une espèce de routine en fait. Voilà. Parce que toi, par exemple, aujourd'hui, là, tu parles de cette... alors, tu as abordé l'aspect méditation, aussi peut-être l'aspect rigueur, entre guillemets, puisque du coup, toi, tu le fais régulièrement. Et donc là, tu es toujours plus ou moins à 5 fois par semaine, quelque chose comme ça, ou c'est vraiment tous les jours? Comment ça s'organise quand tu commences à pratiquer un peu plus, justement? Ouais. Je dis toujours ça aux élèves. Il y a beaucoup de règles dans l'ashtanga traditionnel, c'est-à-dire que dans ce qui est dit dans le texte,
Mais en fait, je pense qu'il faut se détacher un peu de ça pour deux raisons. La première, c'est que déjà personne respecte vraiment les règles. Donc soit tu es dans une culpabilité permanente, c'est-à-dire que en gros tu mens à ton prof, ou alors tu te sens pas bien parce que tu n'as pas pratiqué, ou alors ah non je devrais faire ça mais je le fais pas, ou j'ai bu du café alors que normalement c'est un excitant, peut-être je devrais pas avant la pratique mais je vais pas le dire, mais enfin bon, donc on est toujours dans un truc comme ça, donc on n'est pas soi-même, donc on rate le but du yoga qui est de se connaître soi et de s'accepter soi comme on est, donc déjà ça c'est un premier point, et de deux ce sont des règles qui ont vocation à être appliquées à une masse de gens. Donc, quand tu as une armée, tu es obligé de mettre des règles hyper strictes, enfin, pour que tout le monde suive. C'est ça, sinon chacun fait son truc, etc. Donc, ça s'enseigne différemment. Donc, il faut qu'il y ait une certaine cohérence. Et je pense que c'est ça. À partir de là, il faut se détacher un tout petit peu et voir ce qu'on peut faire. Donc, si on a du temps et de l'énergie dans notre vie, par exemple, on n'a pas d'enfant ou on a un travail qui nous permet d'adapter nos horaires, l'idéal pour le corps, pour l'esprit, c'est de pratiquer 6 fois par semaine. D'accord. Voilà, d'avoir un jour de repos, plus pendant les règles pour les femmes, au moins les 2 premiers jours des règles, parce qu'on a besoin de se reposer tout simplement et de ne pas créer trop de feu, plus la nouvelle lune et la pleine lune où on ne pratique pas. Voilà, parce que c'est des jours où l'énergie est censée être soit plus élevée, soit plus basse. Les effets de la lune sur le corps et sur l'eau qu'il y a en nous. Voilà, le reste du temps, on pratique 6 fois par semaine, mais il ne faut pas, voilà, si tu peux pratiquer 3 fois par semaine, c'est ça, c'est déjà très bien et ton corps va avoir des bénéfices aussi, ce sera juste peut-être moins fort, moins rapide, voilà. Donc peut-être ne pas se fixer des objectifs trop grands quand on commence le yoga, plutôt un peu plus facile à atteindre, mais du coup les remplir, cela. Ouais, c'est ça. D'accord. Exactement, parce que sinon on reproduit le mécanisme, tu vois, la vision de performance de notre société. Donc, et ça, c'est l'un des risques, des déboires de la pratique. C'est que c'est une pratique qui est très exigeante du point de vue, justement, tu disais, la discipline, la rigueur, et du point de vue même physique, c'est une pratique assez intense. Et du coup, il y a un peu un risque, si on n'arrive pas à savoir quand se pousser, quand se restreindre, comment doser. Il y a un petit peu le risque de se remettre de la même chose qu'on est dans notre système professionnel ou, tu vois, à l'extérieur, de le reproduire dans la pratique du yoga, ce qui serait un peu dommage, contre-productif. Pour parler un petit peu d'un abord aussi ostéopathique, j'étais curieux de savoir quels ont été les changements que tu as constatés dans ton corps depuis que tu as commencé, quand tu t'y es intéressé un peu plus et quand tu as vraiment vu la progression. Bon, du coup, ça commence à faire un petit bout de temps que tu as commencé déjà. Du coup, qu'est-ce que tu pourrais dire, quels ont été les changements un petit peu que tu as constatés physiques à force de pratiquer régulièrement? La première série d'Ashtanga, elle s'appelle Yoga Chikitsa en sanskrit et ça veut dire yoga thérapie en fait. Donc l'idée de cette série, en premier lieu, c'est de renforcer le corps, de l'ajuster. Donc c'est vraiment ces mots, c'est ajuster le corps, renforcer le corps et purifier le corps. Et en fait, c'est un peu ça que je te répondrai, mais moi je l'ai senti pour parler concrètement. Alors ajuster, ça veut dire par exemple, tu vois, quand on a des déséquilibres, donc on a, que ce soit dans nos articulations, tu vois, dans le bassin, dans comment on se tient, dans la colonne, en musclant le corps et en le renforçant, on rééquilibre. Donc tu vois, on va soutenir la partie faible, on va rééquilibrer. Donc en fait, petit à petit, ta posture se transforme, mais aussi des douleurs chroniques disparaissent parce qu'en fait, tu mets la force là où il y avait une faiblesse. Donc du coup, ça rééquilibre le corps. Donc moi, notamment, j'ai senti particulièrement sur le dos parce que j'ai une scoliose et qui me faisait pas mal souffrir. Donc, j'étais pas musclée du dos du tout. Et du coup, j'avais plutôt toujours une posture un peu courbée. Et je sentais beaucoup tu vois, les douleurs entre les omoplates assez typiques, etc. Donc, le fait de remuscler, d'ouvrir la poitrine, de respirer, d'avoir le dos musclé, ça me transformait beaucoup de choses dans mon corps, dans mon dos notamment. Si tout le monde pratiquait comme toi, les ostéopathes auraient plus de boulot, quoi.
C'est ça. Sauf quand on y va trop fort et qu'on a besoin des ostéopathes parce que du coup on abuse dans l'autre sens. Mais en gros, il y a l'aspect vraiment musculaire. Donc en fait, du coup, ça te rééquilibre au niveau structurel aussi. Et après, il y a l'aspect physiologique. Et celui-là, il est hyper fort. Donc en fait, la circulation du sang, la digestion, en fait, tout ce qui est mouvement dans ton corps se fait de façon, le système lymphatique, etc. Il est boosté par la pratique parce que d'abord tu mets en mouvement tout, tu laisses rien au hasard, tu fais des torsions, tu fais des étirements, tu utilises la respiration. Tu as de l'activité physique quotidienne. Et tu as de l'activité physique, voilà, qui en fait se met dans une routine. Donc ça, j'ai senti beaucoup. Même sur la libido, je me rappelle au début, je me disais, c'est incroyable, ça augmente ma libido. Ouais, ça a un effet assez fort sur tout ce qui est physiologique en fait, tout ce qui est des réactions biologiques dans le corps. Donc ça, c'est assez impressionnant. D'accord. Ouais, c'est beaucoup de choses. Ouais. Surtout quand on s'y met, enfin plus on s'y met régulièrement et plus les effets arrivent vite et arrivent de façon visible. C'est vrai que si tu pratiques une fois par semaine, bah, ça viendra, mais voilà, tu vois, ça met beaucoup plus de temps, quoi. D'accord. Et au niveau de l'aspect justement du coup psychologique, tout à l'heure tu parlais un peu de méditation, alors du coup quel est le lien entre yoga, méditation qu'est-ce que ça t'a apporté au niveau psychologique justement? Alors au niveau psychologique, en fait, comme la pratique est centrée sur la respiration, c'est sans doute ça le pont le plus fort avec la pratique de méditation, comme tu as pu en parler avec Louise, de méditation assise. C'est ce travail de recentrage sur quelque chose qui est toujours là, mais qu'on ne voit pas, qu'on n'observe pas. Rester focus sur quelque chose. Ouais, c'est ça, rester focus, rediriger l'attention pour ne pas être autant happé par les circonstances extérieures, que ce soit tes pensées, que ça te perturbe pas trop, que ça te fasse pas souffrir en fait, que ça réduise ta souffrance au quotidien. Donc en fait, le yoga, il travaille sur la même chose, c'est-à-dire que en te concentrant sur le corps et sur la respiration, donc ça rajoute peut-être un peu plus l'aspect, j'utilise les sensations physiques pour rester centré, et ça te permet, voilà, pareil, de décrocher un peu, d'être dans le moment présent, voilà, et de pas être autant happé par les choses, et aussi du coup de relativiser plein de trucs. Généralement à la fin, au début de ta pratique, il y a plein de soucis, oh là là, qu'est-ce que je vais faire avec ça? À la fin de ta pratique, tu as un peu lâché les trucs, tu te dis bon, en fait, c'est la vie, quoi, c'est pas grave, voilà. Donc t'as quand même ça apporte un peu une cassure des contrariétés quotidiennes quoi, quand tu viens faire ouais. yoga. C'est combien de temps habituellement d'ailleurs toi quand tu fais des cours ici à Agora? C'est 1 heure quand on débute, parce que plus d'1 heure c'est trop, c'est beaucoup, donc 1 heure c'est très bien quand tu commences, et après ça va jusqu'à 1h30, et quand les gens pratiquent le matin le Mysore, il y en a qui pratiquent jusqu'à 2 heures ou plus. D'accord. Et sur l'élément, juste je voulais ajouter des bienfaits. Oui, non, mais parce qu'il y a un truc qui m'est venu, et peut-être ça peut intéresser aussi les gens, c'est qu'il y a des bienfaits aussi du point de vue psychique qui sont très importants. Donc notamment, c'est une vraie thérapie de se remettre dans son corps. Donc pour les femmes par exemple, les hommes aussi, mais souvent les femmes qui peuvent avoir des problèmes avec leur corps. Moi je souffrais beaucoup de ça quand j'étais adolescente. Je me trouvais trop grosse, etc. Donc le yoga, ça peut être aussi un outil pour se réapproprier son corps. Donc quand on n'aime pas son corps, ou quand on se sent coupé de son corps, ça peut être plein de choses, ça peut être un traumatisme, ça peut être des complexes, ça peut être une maladie, plein de choses qui nous est arrivé. C'est un moyen de tout doucement de se réapproprier son corps, vraiment. Et en se le réappropriant, on apprend à l'accepter, on apprend à l'aimer, à le soutenir, en fait, à soutenir sa bonne santé. Et ça va avoir un impact énorme sur notre équilibre psychique. Parce que se sentir bien dans son corps, c'est vraiment, c'est fondamental c'est une base. Et après, tout de suite, on peut libérer beaucoup, voilà, au niveau émotionnel, au niveau psychique. Si on a ça, on se sent plus solide, quoi, plus stable. Un peu plus de confiance. Voilà, c'est ça la confiance, c'est exactement ça. Je me suis sentie beaucoup plus, j'avais plus confiance en moi après avoir commencé le yoga. Ouais. Bon, alors on a parlé des points sympas.
Et du coup, on va faire la balance. Est-ce qu'il peut y avoir un peu des dérives dans l'Ashtanga ou quels sont les points un peu plus compliqués ou pour les gens qui commencent, ce contre quoi on doit être mis en garde en fait? Alors, l'Ashtanga, comme je disais tout à l'heure, c'est une pratique très yang, comme on dirait quand on parle du yin et du yang, c'est-à-dire très énergétique. Donc, qui est dynamique et qui est dans l'action et qui est, voilà. Donc, même si en réalité, en vrai, le but, c'est plus méditatif, mais d'apparence, l'entrée par laquelle tu commences, c'est très physique. Donc, ça veut dire que les déboires ou les risques se situent principalement à cet endroit-là, c'est-à-dire de l'excès. Donc, soit l'excès parce qu'on recherche tout d'un coup, on va flatter l'ego avec sa pratique. Donc, ah oui, j'arrive à faire ça, je suis plus fort, tu es machin, etc. Donc, plus souple, toujours plus. Donc, il y a un côté qu'on veut progresser, ce qui n'est pas le but, puisqu'on devrait pratiquer sans s'attacher aux fruits de notre pratique, en théorie. C'est-à-dire juste la pratique pour la pratique, le processus pour le processus. Donc il y a cet élément-là déjà dans le mental, dans comment on voit notre pratique, regarder à côté, commencer à se comparer, à dire non mais moi je veux faire comme lui, pourquoi j'y arrive pas, etc. Ou à se dévaloriser par rapport aux autres, donc il y a un peu ce risque. Mais elle est trop souple, comment elle arrive à faire ça? Ou alors c'est pas juste, elle vient de commencer et elle peut déjà faire le truc, toucher ses pieds, moi ça fait 1 an, j'y arrive pas et tout ça. Donc il faut faire attention au côté comme ça, jugement, performance. Et le deuxième aspect, il faut faire très attention aux visions dogmatiques de la pratique. Quel que soit le yoga, mais surtout dans l'Ashtanga, parce que comme c'est un yoga très physique, il faut surtout pas du dogmatisme. Donc en fait, moi c'est vraiment ma vision de la pratique, c'est qu'il faut avoir de la flexibilité sur la façon dont on enseigne et qu'on doit enseigner différemment à chaque élève, selon sa propre personnalité, ses propres tendances et selon son corps et ses limitations. Et donc il y a beaucoup de personnes qui se blessent avec l'Ashtanga, soit eux-mêmes parce qu'ils se poussent, donc c'est le premier cas, la performance, je veux faire plus, soit ils se font blesser par des enseignants dans des ajustements, vu que c'est un yoga où il y a des ajustements justement avec les mains, et tu vas peut-être pousser ou avec d'autres choses, un peu trop, des choses comme ça. Oui, ou carrément tu veux mettre la personne dans la posture et tu vas le faire avec la force à des endroits où il n'y a pas forcément la place. Parfois, un ajustement peut être excellent et te permettre tu sais de quoi je parle, puisque c'est comme l'ostéopathie, tu vois, et te permettre de débloquer quelque chose ou d'aller trouver ta respiration, etc. Et parfois, ça peut être un peu violent sur le corps. Donc, il y a beaucoup de personnes aussi qui sont blessées par ça. Donc, voilà. Donc, il faut faire très attention et il faut essayer de toujours apprendre le consentement quand vous êtes des élèves, savoir dire non au prof en fait. Donc ça c'est super important et c'est une des premières choses que j'enseigne quand j'ai un nouvel élève. C'est je vais te pousser dans cette posture comme ça, de cette façon-là, si tu es d'accord. Et quand tu atteins ton point de limite, tu vas me dire ça y est, c'est mon point de limite. Donc on s'arrête là. Oui, voilà. Ouais. Ok. Bon. Eh bien, je trouve ça super intéressant et ça pourrait même être encore plus intéressant qu'on parle un peu ensemble. Moi, par exemple, des pathologies que je croise dans le cabinet qui viennent du yoga et voir ça avec Sonia, justement, comment les éviter. Donc, pourquoi pas rediscuter de ça plus tard. Mais là, déjà, on a bien parlé sur l'Ashtanga, c'était vraiment bien. Et du coup, pour finir, est-ce que tu peux nous parler un petit peu justement des événements qui arrivent à Agora concernant le yoga dans les semaines qui viennent? Alors, on avait un magnifique agenda d'événements, mais bien sûr la pandémie est passée par là, donc on a quelques événements qui ont dû être reportés à l'année prochaine, comme la venue de Chuck Miller, qui était ce grand prof exceptionnel d'Ashtanga, mais qui vient de Hawaï, donc il va venir seulement en 2022 finalement. Mais on a à ce moment-là, c'est pas grave. Il sera là. Mais moi je vais donner un cours que je donne 2 fois dans l'année, s'appelle Ashtanga Fundamentals, donc c'est toutes les fondations de la pratique de l'Ashtanga, les samedis matins pendant 2 heures. Ça commence le 22 mai, donc c'est 4 samedis d'affilée. Donc ça va se passer ici et donc on fait à la fois de la pratique et de la théorie pour toutes les personnes qui veulent commencer l'Ashtanga ou qui ont déjà commencé le yoga mais qui veulent approfondir et peut-être développer une pratique un peu plus autonome, un peu plus indépendante.
Et puis, on a des retraites de yoga qui arrivent. Donc la prochaine de yoga, pour parler yoga, c'est en juillet, en Haute-Savoie, à Samoins, donc au Dojo de la Piaz, pendant 6 jours. Il reste de la place ou... Ouais, il reste encore 3 places. Une qui serait que pour un homme, mais 2 qui peuvent être hommes ou femmes, parce qu'il y a une chambre d'hommes. Donc il reste 3 places et c'est un super bel endroit. On va faire de la randonnée, on va faire du yoga. Et le prochain événement que je donne après ça, c'est début septembre dans les Cévennes, pendant 3 jours, à un endroit qui s'appelle Las Couches, avec une très bonne amie à moi qui est prof de pleine conscience et de méditation. Donc on va co-enseigner sur 3 jours. Ouais, donc ce sera yoga et méditation, pleine conscience. Voilà. Et voilà. J'ai entendu parler de la Sicile. Oui. J'en parle comme il reste qu'une place. Oui, j'ose moins faire la pub, mais il y a la Sicile, il reste une place, c'est dit, en octobre. Voilà, en octobre prochain, avec Marine Duchesne, avec qui j'enseigne tous les ans, depuis quelques années maintenant, une retraite, une collaboration. Et là, c'est vraiment plus pour approfondir la pratique. Donc, on ne prend pas des débutants complets. C'est plus pour aller un peu plus loin. Et il y a des ateliers posturaux. Voilà. Et on va faire ça à côté de Noto, pas très loin de Syracuse. Wow, ouais. Ça va être top. Ouais, je pense que ça va être top. Donc, un joli programme quand même. Tout à fait. Et bien sûr, si vous voulez suivre les autres retraites, puisqu'il y a d'autres événements, vous pouvez nous avoir sur tous les réseaux, vous le savez, Facebook, Instagram, etc. On communique bien sûr sur ce qui se passe là-dessus. Merci beaucoup Sonia. Merci, à une prochaine fois pour bien. d'autres explications sur l'ashtanga, le yoga et pourquoi pas d'autres sujets. Avec plaisir. À bientôt. T'as tout enregistré 30 minutes? Regarde là, c'est bon. Trop bien, fais pause en dessous.